reconnaissance des territoires. Voilà, et puis ce qui permettra peut-être à d'autres personnes de se joindre à nous pendant ce temps-là. Donc, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue au nom du Centre de recherche sur le contact des langues et des cultures, donc qui est situé à Glendon. Alors, comme nous ne sommes pas tous réunis en un même lieu, nous sommes conscients que cette reconnaissance des territoires ne s'applique peut-être pas au territoire sur lequel vous vous trouvez actuellement. Personnellement, je suis en France, donc c'est plus difficile. Si c'est le cas, nous vous demandons de prendre la responsabilité de reconnaître le territoire traditionnel sur lequel vous vous trouvez et les titulaires actifs du traité. Nous reconnaissons que de nombreuses nations autochtones ont, avec les territoires sur lesquels les campus de l'Université York sont situés, des relations de longue date qui précèdent l'établissement de l'Université York. Glendon, en tant que partie intégrante de l'Université York, reconnaît sa présence sur le territoire traditionnel de nombreuses nations autochtones. La région connue comme Toronto a été préservée par la nation Anishinaabe, la Confédération Haudenosaunee, j'ai toujours du mal à la prononcer, les Huron-Wendat et les Métis. Elle est désormais le foyer d'un grand nombre de peuples autochtones. Nous reconnaissons les titulaires actuels du traité, la Première Nation des Mississauga de Credit, et ce territoire est soumis au traité de la ceinture Wampum, Dish with One Spoon en anglais, entente définissant le partage et la prévention pacifique de la région des Grands Lacs. Donc voilà, bienvenue. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire pour CHCC. On parle souvent des langues autochtones, du contact des langues à Toronto, l'héritage linguistique. On parle aussi de l'enseignement du français langue seconde. Mais aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai invité Geneviève, euh, j'aurais voulu que les membres du CRLCC, donc c'est enregistré et nous pourrons le diffuser parmi nos membres, c'est que donc on prenne conscience, un, des francophones en milieu minoritaire à Toronto, mais aussi de ce que fait le consortium et son volet Glendon par l'intermédiaire de Geneviève. Alors Geneviève, je dois le dire, on ne la voit pas beaucoup à Glendon. La plupart des profs, on sait qu'elle est là, on entend un petit peu parler d'elle de temps en temps, mais je suis sûre que la plupart de mes collègues ne savent pas ce que c'est que le consortium. Moi-même, je l'ai découvert par hasard. Il y a une petite note personnelle, c'est que ma maman est en maison de retraite et c'est comme ça que je me suis intéressée. Je me suis dit, mais ce qu'ils font, c'est fantastique parce qu'il y a des tas de personnes francophones qui ont besoin d'un service en français, en effet. Donc, j'ai demandé à Geneviève de nous parler de ce consortium, de ce qu'ils font, de ce que vous faites. Et donc, voilà, je vais laisser la parole à Geneviève. Bien sûr. Mais oui, j'allais dire, premièrement, pour commencer, qu'effectivement, à Glendon, des fois, là, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça n'a pas aidé les choses, mais je suis aussi dans le sous-sol. Si vous venez me voir, je suis dans un petit coin. Je suis dans un petit coin du Centre d'excellence dans le sous-sol, donc il faut me chercher un peu pour me trouver dans mon Mais bureau là-bas. j'irai vous trouver. Absolument, ça va me faire plaisir. Ma porte est littéralement toujours ouverte, mais effectivement, pour le moment, on n'a pas été beaucoup sur le campus. Alors, Voilà. bienvenue tout le monde. Et justement, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait comme des initiatives du Consortium national de formation en santé, donc le volet Glendon. Puis je vais expliquer un petit peu en fait qu'est-ce que c'est le CNFS et son histoire à Glendon, comment on en est arrivé à être là. Puis je vais parler des différentes initiatives qu'on a développées dans le cadre de ça. Il y a peut-être des choses que vous connaissez déjà parce que vous en avez entendu parler, mais je vais vous expliquer un petit peu comme les différentes choses que nous, on fait. Puis je vais parler à l'intérieur de ça aussi des défis, puis des possibilités, je pense, que nos différents programmes peuvent avoir sur l'état des services ou de l'éducation, surtout au milieu de la santé, quant à la santé en français en Ontario. Donc, c'est ça.
Donc, pour commencer, je devrais expliquer qu'en fait, le CNFS, ça a commencé en étant quelque chose d'autre, où en fait, on est comme deux entités. Les gens souvent vont nous confondre, ou en tout cas, on va être mis un peu ensemble. C'est qu'en fait, initialement, on est le Centre de santé cognitive de Glendon. Le Centre de santé cognitive existe depuis l'arrivée de Dr. Proulx. Donc, la plupart d'entre vous connaissez Dr. Guy Proulx, qui est le directeur du Centre de santé cognitive. Et puis, il est à Glendon depuis 2009. Auparavant, il était directeur du département de psychologie à l'hôpital Baycrest de Toronto. Et il est venu à Glendon justement pour travailler sur la santé et la communauté franco-ontarienne. Et donc, moi, je suis à Glendon depuis 2009, mais je me suis seulement joint vraiment comme à temps plein au Centre de santé cognitive. J'ai fait des projets au cours des années, mais je me suis joint vraiment au Centre de santé cognitive en 2019, juste avant la pandémie. C'est pour ça que malheureusement, ça fait comme assez longtemps que je travaille plus de la maison que de Glendon comme tel. Et maintenant, je suis co-coordonnatrice du programme CNFS Volet Glendon. Et ma collègue qui m'aide de ce côté-là, c'est Prisca qui est quelque part ici. Et Prisca aussi, excellente. Et donc, on travaille ensemble sur la gestion du programme CNFS à Glendon. Et je devrais vous dire qu'on a eu beaucoup de collaborations au fil des années avec plein d'autres chercheurs. Dr. Josée Rivet, qui est maintenant la directrice du département de psychologie à Glendon. On a travaillé avec Dr. Christopher Romero et Dr. René Bis, qui, je vais en parler plus loin, là, mais ils sont maintenant à l'Université de Windsor. Et donc, ils ont collaboré à plusieurs projets avec nous, Dr. Larry Leach, et on a eu aussi plusieurs étudiantes et étudiants qui sont maintenant un peu partout à York ou à d'autres institutions qui travaillent avec nous. Et donc, en fait, justement, on a aussi un beau site web qui est notre adresse, c'est centre-de-santé-cognitive.ca. Puis, je vais reparler un petit peu plus tard des choses qu'on est en train de mettre sur le site qui pourront vous intéresser, puis des choses que vous allez pouvoir partager aussi si vous voulez. Donc, la mission du Centre de santé cognitive, quand Dr. Proulx est arrivé, ou en fait, quand il l'a développé, c'était entre autres de mettre sur pied et de collaborer à des projets de recherche appliquée en neuropsychologie et vieillissement, particulièrement s'adressant aux besoins des franco-ontariens, franco-ontariennes. Donc, quand il a développé ça initialement, vraiment, le but, c'était entre autres de développer des outils, parce qu'il n'y a pas beaucoup, malheureusement, il n'existe pas beaucoup d'outils en français pour l'évaluation justement des problèmes cognitifs avec le vieillissement. Il y en a, mais il en manque. Surtout particulièrement pour les Franco-ontariens, c'est pas facile d'avoir accès à des services en français du côté des problèmes cognitifs. Okay? Donc, si on peut aller consulter son médecin, et puis ça, je devrais dire, c'est tant qu'on a un médecin francophone, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je sais que moi, j'ai jamais, ça a été longtemps, éventuellement, j'ai pris un médecin anglophone. Est-ce que je préférerais avoir un médecin de famille francophone? Absolument. Mais c'est encore là, on pourra peut-être en discuter aussi par la suite, là, mais c'est toujours un défi que beaucoup de gens rencontrent. Donc, nous, on voulait en tout cas développer, adapter, valider des outils particulièrement pour les besoins des francophones, mais je devrais dire en fait, ça serait vrai pour les franco-ontariens, mais probablement pour les francophones en milieu minoritaire à travers le Canada particulièrement. Un autre des buts du Centre de santé cognitive, c'était aussi d'organiser différents stages pour les étudiants francophones de tout niveau et particulièrement créer des liens avec des organismes, parce qu'il y a souvent beaucoup de demandes d'organismes qui aimeraient avoir des étudiants qui au moins parlent français, parce que c'est rare des fois d'être capable de travailler complètement en français, mais au moins tu as besoin de gens qui sont bilingues et qui peuvent offrir des services en français. Et aussi, puis je pense que j'en viens un petit peu plus loin pour expliquer, entre autres, pourquoi le CNFS est si important, mais entre autres aussi, c'est l'idée qu'on veut retenir nos francophones
en Ontario. On veut les garder à Toronto. Puis on veut savoir aussi qu'ils existent parce qu'ils sont souvent camouflés. Ou ils ne s'identifient pas toujours. Donc, l'idée, entre autres aussi, de commencer plus tôt avec les étudiants, c'est de leur montrer qu'il y a une possibilité de travailler en français pour les services de santé. Donc, ça aussi, ça faisait partie de la mission du Centre de santé cognitif. Et finalement, le dernier objectif, c'était de permettre la dissémination de connaissances en santé cognitive auprès de la communauté francophone. Donc, de dire, on va prendre nos connaissances qu'on a en tant que chercheurs ou que les choses qu'on connaît dans la littérature scientifique, puis on va les rendre accessibles à tous, dans un langage qui est accessible à tous, puis aussi dans une variété de présentations qui n'est pas juste des articles scientifiques. Puis je vais vous montrer qu'on a travaillé là-dessus, d'ailleurs. Donc ça, c'était la mission du Centre de santé cognitive initialement. Et puis, puis je vais vous dire, beaucoup de ces choses-là, entre autres, Dr. Proulx a été une des figures de Proulx parce qu'il était conscient de l'importance de l'accès à des services en santé en français, surtout pour les gens qui avaient des problèmes cognitifs. Parce que, justement, là, il y a beaucoup d'articles qui sont écrits là-dessus. D'ailleurs, je sais qu'il y a plusieurs gens, je suis sûre, dans le centre de recherche ici qui sont intéressés par ça. Si vous êtes intéressés, je peux vous donner plus de références, là. Mais il y a eu beaucoup d'études sur les impacts des barrières à l'accès Dr. Daniel de Moissac de l'Université Boniface au Manitoba fait beaucoup de recherches là-dessus sur comment est-ce que le fait de ne pas avoir accès à des services en français quand tu es francophone peut avoir un impact sur ta santé. Et je vous dirais que particulièrement tous les genres de services où on doit avoir beaucoup de communication verbale, donc les services de santé mentale, les services de santé cognitive, c'est particulièrement important d'être capable de communiquer dans sa langue pour être compris, parce que souvent, sinon, il y a des choses qui vont être manquées. Et d'ailleurs, une des choses aussi qu'on sait, c'est que les gens, à mesure qu'ils ont une progression de troubles cognitifs, souvent perdent leurs aptitudes à communiquer dans leur langue seconde. Donc, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à communiquer en anglais, même si ils ont appris l'anglais, ils sont tout à fait, des fois, sont presque parfaitement bilingues, mais avec la progression souvent de la maladie d'Alzheimer ou de d'autres types de maladies, une des choses qui se passe, c'est que les gens vont avoir beaucoup plus de difficultés à s'exprimer dans leur langue seconde. Parce que ça demande souvent plus d'efforts cognitifs et cet effort-là, ils ne sont pas capables de le donner quand ils sont compromis, entre guillemets, là, de façon cognitive. Et donc, on sait que ça, c'est le cas aussi. Donc, à ce moment-là, c'est particulièrement important d'être capable de communiquer dans sa langue natale ou dans sa langue maternelle. En tout cas, ça, c'est lié avec le fait que le cerveau, votre langue maternelle n'est pas organisée dans votre cerveau comme les langues que vous apprenez subséquemment. OK? Ça, je disais, il y a tellement de choses, on pourrait parler, je pourrais vous faire juste une présentation là-dessus, mais c'est important de comprendre pourquoi, entre autres, c'est important ou pourquoi nous, on s'est dit, en fait, Dr. Proulx s'est dit pourquoi c'était important qu'on travaille à favoriser les services dans notre langue maternelle pour des gens qui ont des problèmes cognitifs. Puis on sait aussi, il y a toute une littérature sur le fait que il y a une diminution de problèmes comportementaux quand les gens sont capables de communiquer dans leur langue. Donc, parce que souvent, quand les gens, surtout les gens qui ont des problèmes cognitifs, des fois, ils vont devenir très agités. Ils vont avoir des fois toutes sortes de symptômes qui ne sont pas des symptômes comme tels cognitifs, mais plutôt des symptômes dans ta façon de te comporter. Puis on sait qu'en plus, quand les gens ne sont pas capables de communiquer, ça augmente leur niveau de frustration. Et souvent, des fois, ils ne se font pas comprendre. Et là, les gens, des fois, vont vraiment se retirer ou ils vont arrêter d'essayer de communiquer ou au contraire, ils vont être tout le temps comme ils vont avoir des comportements agressifs, par exemple, parce qu'ils ne peuvent pas se faire comprendre. Et aussi, un autre chercheur qui a fait beaucoup de travail très important, puis je l'ai vu justement présenté dans plusieurs conférences, c'est le docteur Denis Prudhomme, qui était avant à l'Université d'Ottawa. Il est rendu maintenant je pense qu'il est vice-recteur à l'Université de Moncton. Il a fait beaucoup de recherches. Lui, il parle toujours de l'idée de questions de sécurité dans les services, dans les soins de santé. Il dit être capable de parler dans sa langue quand tu veux
recevoir des soins de santé, c'est pour une question de sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'erreur, que tout le monde se comprenne, qu'il y ait une clarté dans les échanges. Et donc, il a publié là-dessus, puis il est vraiment, ça aussi, c'est quelqu'un qui a fait il a fait beaucoup d'études sur ce sujet-là. Donc, toutes ces choses-là mises ensemble ont fait que, et aussi, je devrais dire, la présence ou l'importance qui a été mise sur la démence au Canada durant la dernière décennie. On est le dernier pays du G8 qui n'avait pas de stratégie pour adresser les problèmes de démence. En fait, on s'est doté de ce programme, de cette stratégie-là en 2018 officiellement. C'est à ce moment-là qu'on a publié, qui a été publié par le gouvernement canadien, une stratégie en démence. Puis la stratégie, entre autres, se centre beaucoup sur le patient, sur les aidants naturels, sur la famille et aussi sur la capacité aux professionnels de la santé de donner des soins qui sont comme adaptés, puis qui sont culturellement adaptés à la personne. Okay? Donc, entre autres, ça fait qu'il y a eu beaucoup d'intérêt à dire on va s'assurer qu'entre autres, les 2 langues officielles du Canada, que les gens qui parlent ces 2 langues-là reçoivent des services dans leur langue. Et donc, en 2018, c'est à ce moment-là que Glendon est devenu un membre du CNFS, okay, grâce au travail du Centre de santé cognitive, en fait, vraiment de Dr. Prou, là, qui a été la personne particulièrement qui était à la tête de ce mouvement-là. Et puis, donc, juste pour expliquer, le Consortium national de santé, de formation en santé, donc qui s'appelle le CNFS, je vais toujours parler du CNFS, mais c'est ça que ça veut dire. En fait, on est un regroupement de 16 collèges et universités de la francophonie canadienne. Il y a aussi 4 partenaires régionaux qui sont, certains d'entre eux ne sont pas vraiment des collèges ou des universités, mais ils veulent aussi essayer d'offrir des services en français et former la population là-bas ou les professionnels qui sont déjà sur le terrain à offrir des services en français. Puis aussi, ils vont permettre d'accueillir des stagiaires, par exemple, dans ces régions-là. Et puis, tous les 16 collèges et universités offrent des programmes d'études en français dans diverses disciplines de la santé. Donc, que ce soit des programmes de sciences infirmières, des programmes de travail social, de préposés aux soins, orthophonie, physiothérapie, bon, la gamme, là. Je pense qu'on est le seul qui fait de la psychologie. Il n'y a pas vraiment d'autres gens, à part nous, qui font ça. Quoique je pense qu'il y en a un potentiellement peut-être dans le futur, là, mais pour le moment, vraiment, mais c'est toutes sortes de professions de la santé, particulièrement des professions où le contact est direct et il y a beaucoup de discussions. Tu sais, c'est des choses aussi où vraiment, tu sais, quand tu es, mettons, un préposé aux soins, mais il faut que tu sois capable de communiquer avec les patients. C'est beaucoup, le CNFS porte beaucoup d'importance sur le contact direct. Donc, c'est des professionnels qui sont dans la première ligne, sont vraiment en contact direct avec les clients. Puis, le but du CNFS, en fait, donc, c'est d'améliorer l'accès aux services sociaux et en santé pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Donc, ils font en augmentant l'offre de programmes de formation en santé en français. En fait, je devrais dire, par contre, ça dit bien les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Pourquoi ça dit ça, entre autres? C'est parce qu'au Québec, en fait, on a un partenaire anglophone. Donc, au Québec, il y a un membre du CNFS au Québec qui sont eux, qui aident les communautés anglophones là-bas. Donc, et aussi, je devrais dire qu'on est soutenu, puis on a un lien très proche avec l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, l'ACUFC. Et donc, eux, en fait, c'est tous les recteurs et les doyens des universités francophones et des collèges francophones à travers le Canada qui donc sont regroupés ensemble et qui qui sont en fait les institutions dont, dont je parlais ci-dessus. Donc, tous ces gens-là, eux, sont, je dirais qu'ils s'occupent beaucoup particulièrement
de l'appareil politique, mais des relations avec l'appareil politique pour soutenir comme la mission du CNFS. Et ça, c'est une carte qui, justement, sur le site du CNFS, si vous y allez, donc, le CNFS.net, c'est le site du CNFS. Et vous pouvez voir que, donc, on a des partenaires un peu partout. On a en fait, donc, vous voyez les collèges et les universités. L'Ontario, évidemment, vous ne serez pas surpris de savoir qu'on est beaucoup. Donc, à Ottawa, il y a l'Université d'Ottawa qui est membre, il y a le Collège de la Cité. Il y a nous, évidemment, il y a Hearst qui fait partie aussi, l'Université de Hearst, l'Université Laurentienne à Sudbury, le collège, l'Université Saint-Boniface au Manitoba, l'Université de Regina. En Alberta, c'est le campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Et puis, c'est ça. Puis, il y a même aussi à Moncton, il y a l'Université de Moncton. Donc, on a plusieurs partenaires aussi donc, dans les maritimes. C'est ça. Et puis, on a même des partenaires dans les territoires, puis à Terre-Neuve aussi. Donc, les rouges, en fait, c'est ceux qui sont des partenaires régionaux. Et donc, vous pouvez voir que vraiment, on est comme autour du Canada, on est un peu partout. Évidemment, je vous dirais, on est aussi où est-ce que les communautés francophones sont un peu plus concentrées, quoique, évidemment, Toronto, ça, on peut en rediscuter, mais on est vraiment, ça, c'est un peu un des défis qu'on a, c'est le fait qu'on est un peu éparpillé partout, en petits groupes. Et c'est ça. Donc, l'impact du CNFS, en fait, vous pouvez voir, là, ça fait partie de notre rapport annuel. À chaque année, évidemment, donc, on génère un rapport de nos activités de tous les campus, puis de toutes les universités et tout ça. Et puis, vraiment, on a comme, donc, il y a 108 programmes de formation en santé qui existent à travers toutes ces institutions-là. Et vous voyez, là, on a eu donc à peu près comme plus que 1000 étudiants qui ont été inscrits. On a eu beaucoup de nouveaux diplômés. Et donc, vous pouvez voir un peu où est-ce que ça se répartit aussi. Évidemment, vous ne serez pas surpris de savoir que l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, on est vraiment les deux provinces, évidemment parce qu'on ne compte pas le Québec ici, là, on est les deux provinces qui génèrent le plus qui ont en fait, il y a plus de besoins, il y a plus de population francophone dans ces endroits-là. Donc, évidemment, on a plus de programmes aussi. Donc, on a tendance à générer, on a plus d'étudiants, puis on génère plus de nouveaux de nouveaux diplômés. Donc, aussi, un autre, je m'excuse, je vais juste prendre une gorgée. Donc, je devrais vous dire que le CNFS, donc, on a le CNFS, on a vous avez vu donc tous les bureaux dans différentes universités ou différents volets dans différentes universités, mais aussi on a un bureau national qui se trouve à Ottawa. Et le bureau national, évidemment, essaie de coordonner le travail de tout le monde, mais aussi ils font beaucoup de travail sur la promotion de ce qu'on appelle l'offre active. Puis d'ailleurs, il y a un site qui s'appelle offreactive.com qui contient beaucoup, beaucoup de ressources. En fait, ça s'appelle le carrefour de l'offre active. Et ce que c'est ça, l'offre active, en fait, c'est on essaie de former et de sensibiliser les professionnels de la santé, mais aussi les administrateurs dans les hôpitaux et les gens en général à offrir plutôt que de dire, ben, les gens ne nous demandent pas les services en français, fait qu'il n'y en a pas vraiment besoin. L'idée, c'est d'essayer de montrer aux gens qu'il y a de la présence de services en français, que ce soit en affichant ça, en le demandant quand les gens arrivent, donc de la part des professionnels de la santé, plutôt que d'attendre que les clients ou les patients qui viennent à l'hôpital le demandent, c'est d'être proactif de cette façon-là. Et de travailler aussi sur comment tu peux intégrer ça pour que les gens reçoivent des services équivalents. Parce que je pense qu'une des peurs que beaucoup de gens ont quand ils demandent des services en français, c'est de se dire ça va prendre plus de temps, ça ne sera pas des aussi bons services. Ça, c'est le genre de choses que j'entends souvent. Et le travail du CNFS, c'est d'essayer de dire non, on va essayer de s'assurer que justement, quand vous voulez des services en français, vous allez les obtenir, puis ça va être des bons services, puis parce qu'ils sont là, parce qu'on a formé des gens justement pour cette raison-là. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est un nouveau. En fait, ils ont refait complètement
le site web cette année. Puis à l'intérieur de ça, là, il y a plein de vignettes, puis il y a toutes sortes de choses particulièrement pour aider à former les professionnels de la santé, ou même pour nous à l'université, pour nous aider quand on enseigne des cours à intégrer certaines de ces choses-là à l'intérieur de nos cours, pour montrer comme aux futurs professionnels de la santé ou pour montrer aux gens qui vont travailler dans le système de santé comment est-ce qu'on peut aider à soutenir les services de soins de santé en français à travers l'Ontario puis à travers le Canada, particulièrement quand on est en situation minoritaire. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'était l'idée générale, ou ça, c'est ce que le CNFS fait en général. Maintenant, je vais vous parler spécifiquement qu'est-ce qu'on fait, nous, au CNFS Glendon, parce que je devrais dire que chaque site CNFS a une certaine spécialité. Donc, il y a certains types de programmes où tout le monde a développé un peu son expertise. Je vous dirais que le plus gros de tous les programmes du CNFS, c'est celui de l'Université d'Ottawa, parce que eux, c'est les pionniers du CNFS. Ils sont là depuis le début, qui était en 2001, je crois. Donc, eux, ça fait vraiment longtemps, ça fait 20 ans qu'ils existent. Nous, on est les petits nouveaux. Donc, ça ne fait pas longtemps qu'on a commencé, comme je vous disais, seulement depuis 2018. Puis, à l'intérieur de ça, on a eu à peu près 2 ans de pandémie. Alors, je vais vous dire, ça a été intéressant. Donc, à l'intérieur de ce qu'on fait, je m'excuse, je vais juste prendre un peu d'eau. Donc, on a développé un certificat en démence et santé cognitive. Je vais vous parler de qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de ça. On a aussi développé une concentration en neuropsychologie cognitive. Ça, c'est pour les étudiants de Glendon. Le certificat, lui, s'adresse plus c'est de la formation continue pour les professionnels de la santé déjà en poste. On a aussi créé d'autres façons de diffuser les connaissances via des webinaires. Via aussi, on est en train de créer une base de données pour recenser et puis diffuser les ressources qui existent en santé cognitive. Puis aussi, on est en train de créer des ressources éducatives pour le grand public ou pour la communauté. Donc, ça, c'est les différentes initiatives que nous avons. Et donc, le certificat, je vais commencer par parler du certificat en démence et santé cognitive qui a été lancé en septembre 2020. Et le but de ce programme-là, c'est d'outiller les professionnels francophones dans le domaine de la santé pour approfondir leurs connaissances sur la santé cognitive et la démence. Et puis, ça, c'est, je devrais vous dire, une des choses que je n'ai peut-être pas notées plus tôt, mais c'est que le CNFS, vraiment, où est-ce qu'on reçoit notre financement? On reçoit notre financement de Santé Canada. Okay? Donc, notre financement vient de Santé Canada. Et donc, c'est ce qui nous permet de développer tous ces programmes-là. C'est leur soutien, évidemment. Donc, c'est ça. Donc, l'argent qu'on reçoit, c'est vraiment du fédéral à ce moment-là. Et dans notre certificat, il y a 3 cours qui existent. Donc, on a un cours de santé cognitive et troubles neurodégénératifs, qui est le premier cours qu'on offre. Après ça, on a un cours qui s'appelle Cerveau et comportement, une introduction aux neurosciences. Donc, ça, c'est plus… Le premier cours, je vous dirais que c'est surtout sur le dépistage et comme le suivi de gens qui sont en train de développer des problèmes neurocognitifs et qu'est-ce que, entre autres, les professionnels peuvent faire pour aider à aussi faire des changements dans l'environnement et ainsi de suite. Je vais vous donner, sur une autre diapo, j'ai plus de détails un petit peu sur ce premier cours-là. Le deuxième cours, c'est un cours de cerveau et comportement. Donc, comme je vous disais, c'est un cours plus de neurosciences, comment le cerveau fonctionne et comment c'est lié avec la démence, avec les problèmes qu'on a. Donc, on parle, mettons, du rôle du cerveau dans le sommeil, du rôle du cerveau dans les émotions, dans toutes sortes de choses qu'on est capable de faire. Puis, le troisième cours, c'est un cours sur la santé cognitive et la prévention des troubles neurodégénératifs. Donc, c'est beaucoup plus sur comment est-ce qu'on peut changer notre comportement plus tôt dans la vie ou comment est-ce qu'on peut essayer d'altérer certaines habitudes de vie, puis comment tu mets en place des programmes pour changer le comportement. Parce que
il y a toute une branche de la psychologie qui s'intéresse à ça, comment on modifie le comportement des gens, parce que c'est pas simple de changer ses habitudes puis que ça reste comme ça. Puis aussi savoir quels sont mettons, les aspects qui sont particulièrement utiles si on veut essayer de prévenir la démence. Donc, par exemple, on parle d'alimentation, on parle de santé mentale, on parle donc, de toutes sortes d'aspects qui sont liés avec les problèmes cognitifs. Et donc, ces 3 cours-là, donc les gens peuvent s'inscrire généralement, c'est comme une progression de ces 3 cours-là. Là. Et donc, c'est des programmes de formation continue, vraiment. C'est ça. D'ailleurs, donc, comme juste pour vous donner une idée, les sujets qu'on aborde dans le premier cours, qui est le cours de santé cognitive et troubles neurodégénératifs, on parle de la réalité de la démence en Amérique du Nord, qu'est-ce que ça veut dire, ou à quel point ça affecte les gens, parce que c'est quand même un problème assez fréquent chez les personnes, surtout plus âgées. On parle un petit peu des structures du cerveau en santé qui sont reliées aux fonctions cognitives importantes, puis qu'est-ce qui change quand la démence apparaît? Puis c'est quoi les types de démence les plus fréquentes? Donc, les gens ont l'impression que le mot démence souvent veut dire Alzheimer, mais en fait, on explique qu'il y en existe les plus fréquentes, là, il y en a peut-être 15 qui sont assez fréquentes. 15 raisons, 15 causes qui pourraient, de maladies neurodégénératives qui peuvent causer des problèmes cognitifs. Donc, il y a la démence frontotemporale, il y a la démence vasculaire, les troubles de la maladie de Parkinson, la maladie d'Huntington, là, il y en a beaucoup, beaucoup. Et donc, on passe du temps à expliquer aussi comment ils se manifestent différemment. Donc, souvent, c'est important pour les professionnels de la santé de comprendre la distinction. On leur parle aussi de l'importance du diagnostic et d'une évaluation détaillée. Comment ça peut les aider donc, ce n'est pas toujours nécessairement le professionnel qu'on voit, par exemple, les infirmières, ce n'est pas elles nécessairement ou c'est pas eux ou elles qui vont faire le diagnostic, mais comment est-ce que de savoir cette information-là peut les aider, eux, à faire mieux leur travail? On parle aussi, on essaye d'expliquer aussi qu'est-ce qui est normal ou non dans le vieillissement? Donc, comment les gens, des fois, vont penser qu'il y a certaines choses qui sont anormales, mais il y a des changements qui se passent naturellement dans nos aptitudes cognitives à mesure qu'on vieillit. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a un problème cognitif. Donc, on essaie d'aider les gens aussi à reconnaître quand est-ce qu'ils devraient référer quelqu'un aussi vers un dépistage ou comme une évaluation plus comme détaillée. On parle aussi vraiment des techniques très pratiques d'intervention pour comme essayer de diminuer justement certains des fois des comportements problématiques que les gens vont avoir avec des gens qui ont des troubles cognitifs. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de gérer les problèmes des fois d'agressivité? Comment est-ce qu'on peut essayer de gérer le fait que la personne, mettons, n'est pas très engagée ou c'est difficile de communiquer avec elle ou avec lui. Donc, on travaille là-dessus. On leur parle aussi de certains des outils qui existent d'évaluation. Puis on leur parle des fois certains des défis qu'ils risquent de rencontrer spécifiquement avec le fait qu'ils vont travailler avec des communautés francophones. Donc, c'est ça. Donc, on parle de tout ça dans ce cours-là. Ça, c'est le premier cours, puis je voudrais que c'est probablement le cours qu'on a mis toutes les questions de gens, les genres de choses qui nous ont été demandées au fil des ans là, par les gens. Donc, on a essayé de tout mettre ça dans ce cours-là. Et donc, ce certificat-là, en fait partie de la formation continue à Glendon. On est encore en train d'essayer de, potentiellement, éventuellement, de faire que ça soit un certificat qui pourrait être vraiment quelque chose qui serait comme un programme, mais c'est encore petit. Donc, pour le moment, on fait partie de la formation continue. Et puis, on offre les différents cours en ligne sur la plateforme eClass, qui est la plateforme qu'on utilise pour enseigner en ligne à Glendon. Puis l'idée aussi qui était vraiment important, c'était d'être flexible. Les cours devaient être flexibles pour répondre aux besoins des professionnels de la santé qui travaillent souvent beaucoup, puis qui ont des horaires des fois aussi pas réguliers. C'est-à-dire qu'ils peuvent, dépendant ou dans quel domaine ou dans quelle institution ils travaillent, des fois, les gens travaillent vraiment des heures très différentes. Ils ne sont pas toujours sur les mêmes chiffres. Il y a des jours, ils ont des horaires, des fois, c'est complètement des rotations, tout ça. Donc, pour essayer d'être plus flexible, les gens peuvent faire ces cours-là un peu plus à leur vitesse sur la plateforme. Donc, il y a des modules qui ont été créés sur la plateforme. Puis
Ils ont comme 6 mois pour compléter un cours, donc chacun des cours finalement. Et puis, ils peuvent s'inscrire en ligne. Donc, on a tout un site. Le CNFS Glendon a un site. Puis, donc, d'ailleurs, si vous allez à ce lien-là qui est écrit ici, vous êtes capable de voir un petit peu comme toute l'information sur ce certificat-là puis comment ça fonctionne. Puis aussi, grâce à l'argent qu'on a via le CNFS, on a décidé de créer aussi un certain appui financier. Donc, notre but, en fait, c'était de soutenir les frais d'inscription à un cours pour 10 étudiants chaque année. Donc, on a aussi donc, les gens qui, mettons, disent, moi, j'ai comme certains défis en termes d'essayer de payer pour les différents cours. Donc, il y a toute l'information aussi sur notre site web sur comment comme soumettre une demande et puis juste en expliquant comme pourquoi ou qu'est-ce qu'ils pensent que ce certificat-là pourrait contribuer en termes de leur apprentissage, puis de leur pratique, leur capacité à pratiquer. Donc, c'est ça, on offre toutes ces différentes choses-là. Ça, c'est donc le certificat. Puis je vous dirais que ça fait donc environ un petit peu plus qu'un an qu'on l'a lancé. C'est en même temps, je pense, des opportunités super intéressantes. Je voudrais que la pandémie, ça a été d'une certaine façon, ça a été des choses très positives et des choses très négatives. Le côté positif, ça a été le fait qu'en fait, beaucoup de l'université a investi dans sa plateforme en ligne. Toutes ces choses-là, et les gens se sont familiarisés, les gens ont moins peur d'utiliser des plateformes en ligne pour faire toutes sortes de choses. Donc, je dirais que cette partie-là de la pandémie a vraiment aidé à ce que les gens se sentent plus confortables à faire des choses par une plateforme en ligne, Zoom, des choses comme ça. Par contre, la pandémie a été très difficile sur le milieu de la santé. Les gens sont fatigués, les gens n'ont pas nécessairement autant d'énergie pour faire de l'apprentissage secondaire, des choses qui ne sont pas cruciales ou qui ne sont pas absolument nécessaires ou ils sont obligés de les faire. Donc, ça a été c'est toujours un défi un peu d'aller comme publiciser notre programme puis d'essayer d'attirer des étudiants. Puis je vous dirais que c'est ça, la technologie nous permet que ça soit flexible, puis ça nous permet aussi d'offrir ce programme-là de façon pan-canadienne. Donc, si les gens un peu partout veulent se joindre à nous ou ils veulent prendre le cours, ils peuvent le faire. Donc, ça nous a ouvert, ça ouvre des portes. C'est ça. Mais en même temps, c'est ça. C'est toujours les défis d'essayer de faire découvrir notre programme, de trouver les gens. Donc, on a utilisé différents médias sociaux. On est en train d'essayer toutes sortes de stratégies là, pour essayer de rejoindre puis de se faire connaître. Donc, ça, c'est notre certificat. Et puis, à part ça, un autre de nos grands projets, c'est la concentration en neuropsychologie cognitive, qui est donc offerte aux étudiants de Glendon, okay, donc les étudiants qui sont au bac à Glendon en psychologie. La raison, entre autres, qu'on a développé ça, c'était pour leur permettre d'avoir de l'apprentissage expérientiel, c'est-à-dire d'être capable de faire des choses sur le terrain, tout cet aspect appliqué-là de la psychologie qui est assez rare à trouver. Il n'y a pas beaucoup de programmes de bac qui offrent ça. Donc ça donnait quelque chose d'unique à Glendon. Aussi, comme je disais plus tôt, on voulait créer des liens entre les organismes, les étudiants et les organismes qui existent dans la communauté et les étudiants et futurs professionnels de qui sont à Glendon. Et aussi, on essaye d'outiller les étudiants un petit peu à propos de l'offre active, comme je disais tout à l'heure. Et donc, à l'intérieur de ça, de la concentration, on a comme 4 cours théoriques. Donc, les étudiants doivent compléter ces 4 cours-là qui sont sur les mesures en psychologie, sur l'apprentissage et modification du comportement, la psychobiologie et la neuropsychologie humaine, avant de pouvoir faire un stage ou un cours appliqué. Donc, je vais vous dire, notre stage appliqué, ça a été un peu compliqué avec la pandémie, justement, parce qu'il a fallu trouver des alternatives. On est en train d'essayer, Dr. Proulx est justement en train d'essayer de développer une nouvelle forme qui va nous permettre de s'adapter parce qu'évidemment, on ne peut pas vraiment aller dans… Par le passé, on envoyait des étudiants dans les centres de santé communautaires, dans les hôpitaux, un peu partout. Puis là, évidemment, on n'a pas accès à tous ces endroits-là parce qu'en ce moment, même le personnel essentiel peut y aller, mais c'est à peu près tout. C'est ça. Donc, plusieurs de ces cours-là, je devrais dire, pour le moment, on a comme le cours d'apprentissage, le cours de psychobiologie,
puis le stage sont offerts en français. Les autres cours, pour le moment, sont seulement en anglais. Donc ça fait partie des choses qu'on voudrait développer, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait avoir tous ces cours-là éventuellement en français? Pour le moment, donc, ça n'a pas été encore possible, là, mais donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et aussi, encore là, une autre des choses où pourquoi le CNFS s'implique aussi, c'est qu'on essaie aussi, on a des appuis financiers aux étudiants. Donc, on a une bourse d'entrée, c'est-à-dire, donc, on a pour les étudiants qui vont compléter ces cours-là, ils vont avoir le droit aussi d'avoir, ils peuvent appliquer pour avoir on a 5 bourses de 1 000 $ qui sont offertes par année. Puis, on a aussi des bourses pour les stages, on a 10 bourses de 500 $ pour, entre autres, défrayer les coûts de déplacement, d'essayer de soutenir les étudiants pour leur permettre d'aller justement à ces placements-là parce qu'il y en a qui sont très loin. Des fois, tout n'est pas près de Glendon, donc pour essayer de permettre aux gens, aux étudiants de se déplacer. Et aussi, je devrais vous dire qu'on a un prix qui est offert par le CNFS à un étudiant dans chaque collège et université à chaque année. Et cette année, la lauréate du prix a été Anna Badal, qui est une étudiante de 4e année, avec qui j'ai travaillé, qui est vraiment une superbe étudiante, elle est en train justement d'appliquer pour aller faire une maîtrise. C'est une très bonne représentante. Elle a grandi à Toronto, elle est franco-ontarienne. En fait, elle est française d'origine, mais elle a grandi à Toronto vraiment et elle a étudié en français, mais évidemment dans un milieu anglophone. Vraiment, elle est tout ce qu'on pourrait espérer dans une étudiante. Donc, j'étais très fière d'elle. Donc, c'est elle cette année qui a gagné ce prix-là. Puis, on va offrir aussi un prix l'année prochaine, là. Donc, on a toujours, à chaque année, on a un prix oui, exactement. Un petit. Et donc, à chaque année, on a. Et d'ailleurs, Anna, c'est la personne qui, en ce moment, s'occupe beaucoup. Elle travaille encore avec nous. Elle s'occupe de nos médias sociaux, entre autres. Donc, ouais. Quand on a des bons étudiants, on essaie de les garder. Aussi, un autre des aspects de ce qu'on fait, on a des séries de webinaires. Donc, il y en a plusieurs d'entre vous, je pense, qui sont déjà venus à ça. Donc, comme je vous disais, l'autre aspect qu'on voulait, c'était d'aller un peu plus loin que juste l'université comme telle. On voulait aller quelque chose qui était un peu plus à grande échelle. Donc, l'idée du webinaire, en fait, je vais vous dire initialement ce qu'on voulait faire, ce qu'on avait planifié de faire, c'est qu'en fait, on avait organisé ce qu'on appelait l'école d'été de Glendon en 2020. L'idée, en fait, c'était d'inviter tout le monde à venir à Glendon pour faire des séminaires, pour faire toutes sortes, pour avoir 2-3 jours d'activité. Évidemment, ça n'a pas été possible. Donc, il a fallu qu'on change un petit peu notre direction. Et à la place, donc, ce qu'on a fait, ça a été d'essayer de créer des opportunités d'apprentissage puis de partage entre les professionnels de la santé, les chercheurs puis la communauté. Donc, on a eu, donc si vous allez au lien que j'ai indiqué là, vous avez donc toujours notre horaire. D'ailleurs, on va sortir bientôt les autres. Il y a encore d'autres webinaires qui vont s'en venir. En 2020-2021, c'était la première année où on a fait ça. On a eu 8 webinaires qui ont eu lieu cette année-là sur toutes sortes de sujets. Il y en a eu un sur la maladie de Parkinson, il y en a un sur les troubles visuels avec le vieillissement. Donc, on a eu différentes. Moi, j'ai parlé du programme Mémoire-vieillissement. Donc, on a parlé de différentes choses. En 2021-2022, cette année, je pense qu'on va en avoir 6. Donc, on en a eu déjà 2, un en octobre, un en novembre. Et puis, on va en avoir un justement ce vendredi à midi qui s'appelle Favoriser la santé cognitive des aînés. Et ça, c'est avec 2 membres, en fait, du CNFS de l'Université d'Ottawa. Puis, une des choses que je voulais dire aussi, c'est nous sommes vraiment toujours ouverts à la soumission de sujets, ce qui intéresse les gens ou des gens qui voudraient présenter ou qui ont des suggestions de gens qui pourraient présenter. Moi, ça me fait toujours plaisir parce que nous, évidemment, on fait appel à nos contacts, aux gens qu'on connaît, mais je suis toujours intéressée de découvrir aussi des nouvelles personnes. Donc, ça, c'est une des choses qui est intéressante aussi de tous ces webinaires, de cette série de webinaires-là.
Donc, ça a été une des façons qu'on a essayé de trouver pour essayer, comme je disais, de permettre le contact. Puis aussi que les gens se connaissent, parce que c'est ça souvent un des problèmes qu'on trouve avec la communauté francophone. Les gens n'ont pas la chance toujours, ils connaissent leur petit cercle, mais ils ne connaissent pas nécessairement les autres cercles qui existent. Donc, on veut essayer de faciliter, entre autres, ça fait partie de nos responsabilités, d'essayer de faciliter ces liens-là avec d'autres organismes. L'autre chose aussi qu'on est en train de faire en termes d'aider aussi pour cette dissémination de connaissances-là, c'est avec la création de ressources éducatives pour la communauté. Et je devrais vous dire que moi, je travaillais avec 2 étudiantes, dont Anna Badal, dont je parlais tout à l'heure, qui était une de mes étudiantes. Cette année, je travaille avec Naomi Lemire. Et ces étudiantes-là m'ont aidé pour essayer de développer différentes ressources sur des sujets qui sont des sujets souvent que je me faisais, moi, Dr. Prou, d'autres gens qu'on connaît, on se faisait poser des questions là-dessus, puis on veut essayer de créer des ressources qui vont être libres et que vous allez aussi pouvoir distribuer. Donc, on a créé plusieurs de ces ressources-là, puis justement, l'idée, c'est que bientôt, on va toutes les rendre disponibles sur notre site web. Donc, on a créé, par exemple, il y a un texte qu'on a sur les jeux de société comme outil de stimulation cognitive, les suppléments alimentaires et vitamines, le cannabis et la santé cognitive, aussi la stratégie, comme je disais, en démence. On a parlé aussi qu'est-ce qu'est la stratégie. Ça ne devrait pas dire stratégie en démence cognitive, ça devrait dire la stratégie canadienne en démence. Et donc, on a parlé un petit peu aussi qu'est-ce que ça dit, ça, ou qu'est-ce que c'est les buts de ça. Aussi, on est en train de créer une boîte d'outils pour les bénévoles. Quelque chose pour les gens qui ont besoin d'aller travailler avec des gens avec des troubles cognitifs, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Donc, on est justement en train de créer comme un outil de ce côté-là. Ça prend quand même du temps. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille là-dessus. J'espère qu'on va pouvoir l'avoir d'ici quelques mois. On va l'avoir complété. Puis aussi, une des choses que je voulais vous montrer, puis là, je ne suis pas certaine si ça va partager le son. J'aurais dû... Attendez juste un petit instant. Je vais essayer de revoir parce que je ne suis pas certaine si j'avais... Ah oui, c'est ça. Il faut que je partage. Je vais juste partager le son. Je vais juste vous montrer un petit extrait aussi d'un des clips qu'on a fait, qu'on a créé de ce côté-là. Et puis, attendez un petit peu. Je vais vous montrer de ce côté-là. Parlons littératie en sciences et santé. Aller chez le médecin fait partie de notre quotidien. Que ça soit un rendez-vous annuel ou spécialisé, ces visites sont essentielles afin d'optimiser notre santé. Nos professionnels de santé nous demandent souvent d'adopter certains comportements ou de suivre certains traitements afin d'améliorer notre santé physique et mentale. Cependant, nous ne comprenons pas toujours les avantages de leurs recommandations, surtout quand elles ne sont pas clairement expliquées. Donc, je vais juste arrêter ici. Alors, c'est juste pour vous dire qu'on est en train, en fait, donc de créer... Je vais juste arrêter ça ici. On a donc créé des vidéos comme ça, entre autres, qui peuvent comme essayer sur différents sujets. Celui-là, entre autres, c'est sur comment être un meilleur consommateur de sciences, entre autres, et un consommateur d'informations scientifiques sur la santé puis sur le vieillissement particulièrement. Donc, c'est une vidéo d'à peu près, je pense que c'est à peu près 6 minutes, quelque chose comme ça. Et donc, il va y avoir certaines de ces choses-là aussi qui vont être disponibles sur notre site web puis sur notre page aussi YouTube. Donc, on est en train de créer toutes sortes de ressources comme ça à ce moment-là. Ça fait donc partie des genres de ressources éducatives qu'on crée, mais je devrais vous dire qu'en fait, on est en train de créer aussi des activités, des textes, toutes sortes de choses différentes pour essayer de répondre aux questions des gens. Puis de façon similaire aussi, comme je vous dis, ça va être une des choses où si les gens nous font des demandes spéciales, ça va nous faire plaisir aussi d'essayer d'aller vers ces sujets-là. J'ai pris des sujets qui sont des questions qui reviennent souvent, où j'ai des étudiants aussi les étudiantes avec qui j'ai travaillé, par exemple, qui étaient intéressés à travailler sur certains aspects
que je sais qui sont pertinents, donc il y a ça aussi, là, mais on essaie de répondre vraiment comme aux besoins ou les choses qui sont soulevées. Puis finalement, juste un petit instant, voyons. Oups, je suis allée trop vite. Aussi, l'autre grand projet qu'on a en ce moment, c'est qu'on est en train de créer une base de données pour les ressources éducatives en accès libre. Et là, ça, on prend déjà on est en train, cette année, on a fait un recensement des différents organismes et des ressources en ligne qui existent sur la santé cognitive et la démence, en français et en anglais. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on veut surtout on veut essayer de recenser surtout ce qui est en français en termes de voir qu'est-ce qui existe déjà, mais aussi pour savoir qu'est-ce qui manque, puis qu'est-ce qui est là, mais aussi en anglais parce qu'on veut potentiellement traduire ou adapter certaines ressources qui seraient particulièrement pertinentes ou qui manqueraient à ce qui existe du côté francophone. Et en début, donc bientôt, on va commencer en fait à faire des tables rondes pour essayer d'établir les paramètres de la façon dont on va créer cette base de données-là. Donc, les participants à la table ronde, on va inviter des gens qui sont des créateurs de contenu, donc des gens qui travaillent dans différents organismes, des organismes de santé, des chercheurs et aussi des membres de la communauté qui seraient intéressés à nous donner de l'information. Parce que l'idée, en fait, de cette base de données-là, c'est de regrouper toute l'information qui existe d'une façon qui va être beaucoup plus rapide à avoir accès. Il existe déjà des genres de bases de données comme ça, par exemple, pour les ressources d'éducation en français. Il y a beaucoup de bases de données comme ça qui existent, mais il n'y en a pas une vraiment pour, mettons, toutes les ressources qui existent en santé cognitive particulièrement. Donc, nous, on veut essayer de faire que les gens n'aient pas besoin de se promener d'un bout à l'autre de l'Internet pour essayer de trouver ce qu'ils ont besoin. Donc, l'idée vraiment, ça va être de créer une base de données avec toutes ces ressources-là. Il y aurait des liens vers toutes ces ressources-là. Il y aurait probablement une partie de la base de données qui serait plus pour les professionnels de la santé, des gens qui travaillent déjà, mais aussi qu'il y aurait des ressources qui existent pour les aidants naturels et pour le public ou pour les gens de la communauté qui sont intéressés par ça. Donc, ça aussi, c'est une des choses où on va se tourner vers différents organismes bientôt, puis en demandant aux gens si vous voulez vous asseoir à la table, ça va nous faire plaisir. On espère être capable de faire des choses en personne, mais ça dépend vraiment des changements, des restrictions au niveau COVID. Là, on va peut-être être obligé. J'ai l'impression qu'on va être obligé d'en faire une partie en ligne, puis en espérant qu'on puisse s'asseoir physiquement les uns avec les autres bientôt. Donc, ça, c'est un des gros projets aussi. J'ai travaillé avec une étudiante qui a fait beaucoup de ce recensement-là, de toutes les ressources. On a vraiment une longue liste de tout ce qui existe en ce moment. Puis, on va continuer à travailler là-dessus. C'est ça. Donc, il m'en reste pas des tonnes à vous raconter. Là. Je pense que je vais essayer de terminer ça assez rapidement, mais je voulais vous dire aussi qu'on a tout un volet de recherche qui est lié avec notre intérêt, comme je disais, avec la traduction et la validation d'outils de dépistage et d'évaluation de troubles cognitifs en français. On en a fait avec le Cabana, qui est une batterie qui existe, le Torca, mais on veut vraiment continuer à poursuivre tout ça. On veut aussi continuer peut-être à adapter ou développer des programmes d'intervention. Comme je disais, on a déjà fait le programme Mémoire et vieillissement. Mais je vais vous dire que un des problèmes ou une des difficultés qu'on rencontre avec toutes ces choses-là, c'est surtout le problème des fois de recruter assez de participants parce que les gens sont éparpillés un peu partout. Alors, c'est là que le CNFS national, le Bureau national et les différents membres du CNFS, on essaye de stimuler les collaborations entre les universités partenaires parce que des fois, c'est probablement la seule façon que tu peux faire de recherche. Tu peux ramasser assez de données, c'est en travaillant avec des gens qui sont dans différentes communautés pour mettre des données ensemble, puis faire de la recherche. Donc, on veut essayer de collaborer avec d'autres établissements. Puis, je dirais que c'est vrai aussi pour les gens de Glendon qui entendraient ça. C'est aussi pour vous dire, s'il y a des choses que vous voulez faire, puis que vous pensez que peut-être des collaborations vous aideraient à faire ce que vous voulez faire, vous pouvez toujours vous tourner vers nous. À tout le moins, on peut parler avec des membres de d'autres institutions. Des fois, c'est sûr que nous, on est plus
on est tous centrés sur la santé particulièrement, là, mais il y a définitivement des possibilités des fois et beaucoup de gens dans le CNFS s'intéressent justement à différents aspects des droits linguistiques des gens. C'est sûr que c'est particulièrement autour de la santé, mais on a vraiment comme accès à à une grande communauté. C'est ça. Et finalement, je devrais dire on est aussi beaucoup en train de créer des partenariats dans la communauté. Parce que l'idée, entre autres, c'est qu'on veut que Glendon soit peut-être soit un endroit où les gens peuvent se tourner pour essayer de pouvoir parler ou de voir, en tout cas, on voudrait essayer d'être un peu rassembleur d'une certaine façon. C'est sûr qu'on a des liens avec les différentes entités de planification des services de santé en français. On est aussi on parle aussi beaucoup avec certains des organismes francophones comme Réseau Franco-Santé du Sud de l'Ontario. Eux, d'ailleurs, beaucoup de leur travail, c'est de coordonner tous les besoins des différents organismes communautaires ou des différents organismes de santé à travers eux, particulièrement, c'est le sud de l'Ontario, mais il y en a dans différentes régions dans différentes régions de l'Ontario. Il y a aussi, par exemple, on a des liens avec le Centre francophone du Grand Toronto. Aussi, la Société Alzheimer de la région de Durham. Et justement, aujourd'hui, est présente Brenda Davy. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose, Brenda, mais ça, c'est des gens avec qui on a commencé à parler maintenant. Est-ce que vous vouliez dire un petit mot? Oui, juste un petit mot, c'est que on veut laisser savoir les gens qu'on a des services en français, mais ils ont aussi le problème à trouver les personnes qui sont intéressées à accéder à nos services en français. On a été désignés comme identifiés comme la société pour donner des services en français, mais on a des choses qu'on fait qui sont similaires. Par exemple, on donne l'apprentissage sur la santé cognitive, par exemple au grand public, en français aussi, et aussi la sensibilisation aux troubles neurocognitifs. Une autre chose qu'on fait, c'est on travaille beaucoup avec les services aux clientèles, avec les aidants naturels, mais ceux aussi qui sont à tête avec un trouble neurocognitif. Donc, on peut offrir les programmes en français pour les personnes dans la communauté. Mais comme j'ai dit, c'est pour ça qu'on veut travailler faire la collaboration avec d'autres et la planification avec des services en français pour juste dire, on est ici, on parle français, on comprend l'offre active et on veut être disponible pour vous aider s'il y a quelqu'un, un de vos proches ou bien même vous, si vous avez des préoccupations avec la mémoire. On est là dans la région de Durham pour vous aider. Et les services aux clientèles, l'apprentissage, c'est des services qui sont gratuits. Et ma collègue, elle n'est pas ici, mais son nom, c'est Ella Icaros, et elle aussi travaille avec moi. Donc, moi, le rôle que j'ai, c'est je suis la coordonnatrice intérimaire des services en français. Donc, c'est juste un petit mot. Je voulais juste dire aussi, j'ai travaillé au pavillon Omer des Lauriers. Puis quand vous avez mentionné l'idée que quelqu'un peut avoir des comportements complexes, on avait un monsieur qui était sur un étage, mais les services étaient en anglais. Mais il voulait savoir pourquoi il y avait des comportements. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quand il a déménagé au pavillon Omer des Lauriers, à cause que les personnes et les professionnels de santé parlaient le français, les comportements complexes ont vraiment diminué. Donc, je voulais dire, j'ai vraiment vécu cette expérience de voir le changement d'une personne quand ils sont capables d'avoir les relations avec le personnel en français. Non, exactement. Ben, merci beaucoup. Ça, c'est toujours excitant, justement, de voir comme les partenaires. C'est ça, j'ai eu la chance de parler avec des gens de Société d'Alzheimer de Durham, mais aussi de York, des gens de différents endroits. C'est vraiment, ça, je trouve ça encourageant de voir qu'il y a tous ces services-là, mais il faut que les gens sachent, c'est toujours ça, hein, les gens, il faut qu'ils sachent qu'on est là. C'est toujours ça le défi de ce côté-là. Mais merci beaucoup, Brenda. Merci, Geneviève.
Et puis, ben, c'est ça. Donc, si vous connaissez des gens dans la région de Durham, une porte vers laquelle un organisme vers lequel vous tournez. Nous, c'est ça, on a aussi beaucoup de liens. Donc, c'est ça avec Baycrest, avec Bendel Acres, qui est donc une maison de soins de longue durée à Scarborough. Et ils ont un pavillon francophone, le pavillon Mère des Lauriers. Et donc, nous, justement, on a travaillé, en fait, juste avant la pandémie, on était à essayer de développer justement des façons qu'on pourrait envoyer des étudiants faire des stages là-bas. Donc, aller juste voir et aller aussi comme pouvoir faire de l'observation, faire des interactions avec les patients qui sont là. Donc, beaucoup des patients qui sont sur ce pavillon-là ont souvent des problèmes cognitifs. On a travaillé aussi avec les centres d'accueil héritage qui sont justement il y en a un au centre-ville, juste à côté de la distillerie dans ce coin-là. Et eux, c'est vraiment, ils ont beaucoup de gens qui sont souvent, qui ont des, en termes socio-économiques, là, des gens souvent qui ont pas beaucoup d'argent puis qui ont besoin d'accès à différents services. Donc, ils ont des appartements, là, puis ils ont aussi beaucoup, beaucoup de services sur place. Ils ont aussi beaucoup de gens qui sont des immigrants, par exemple, des fois qui n'ont pas accès toujours à qui ont besoin particulièrement d'accès à des services en français. Ils ont beaucoup, beaucoup de services sur place. Donc, nous, on est allés là, on a travaillé avec eux sur différents projets. À part ça, on a aussi comme je disais, on a collaboré avec différentes universités, puis on est en train d'essayer de faire différents projets. Comme je disais, on a des gens avec qui on travaille à l'Université de Windsor qui avant étaient à Glendon. Donc, on essaye de voir est-ce qu'on peut aller aussi de ce côté-là. Puis, on a des partenaires avec les différentes universités, les différents membres du CNFS, de d'autres universités ontariennes. Puis finalement aussi, on a travaillé beaucoup, on essaie de collaborer avec différentes associations régionales, donc le Cercle Amitié de Peel, le Centre communautaire francophone de Cambridge, le groupe de retraite active de Peel, puis justement, c'est ça que je disais, plusieurs personnes qui sont là ici font partie du groupe où c'est des membres, sont associés d'une quelconque façon avec le groupe retraite active de Peel, avec qui j'adore travailler parce que ils sont une centaine, ils sont très actifs et justement, ils sont venus au mois d'octobre durant notre webinaire de ce mois-là, sont venus nous parler de toutes leurs initiatives et en fait, ils ont tous créé des groupes d'entraide où ils font des visites, ils vont reconduire les gens, ils ont vraiment et puis ils ont une quantité d'activités, leur calendrier est impressionnant même durant la pandémie et d'ailleurs, ils sont venus nous présenter justement, si ça vous intéresse, ils ont fait un webinaire qui est justement sur notre page YouTube de CNFS Glendon. Si vous allez sur YouTube et que vous écrivez CNFS Glendon, vous devriez trouver leur webinaire sur notre page. Et justement, si vous voulez aussi les visiter, ils ont un site web qui est avec tout leur calendrier d'activités et toutes leurs initiatives. Donc, c'est le genre de groupe, entre autres, avec qui on veut être partenaire parce que ça nous permet d'avoir justement de répondre aussi aux besoins que les gens soulèvent, là, de savoir qu'est-ce que la communauté recherche. Et c'est ça. Et en termes d'avenir du CNFS Glendon, où est-ce qu'on s'en va? Donc, notre période de financement était de 2018 à 2023. Donc, en ce moment, en fait, on est en train de travailler sur la soumission pour le renouvellement du financement pour 2023 à 2028. On espère pouvoir offrir plus de cours dans notre certificat, de continuer à travailler sur les liens qu'on a avec la communauté, les endroits possibles pour les stages d'étudiants. On veut aussi augmenter peut-être certains des projets de recherche puis les collaborations qu'on a avec d'autres institutions. Mais donc, c'est ça. Donc, ça, c'est où est-ce qu'on s'en va. Puis finalement, c'est ça. Donc, je disais, ça, c'est notre site web et on est toujours ouvert à l'idée de collaborer. Puis, si les gens veulent nous contacter, ils peuvent nous contacter. On a une adresse, l'adresse cnfs@glendon.yorku.ca où vous pouvez toujours m'écrire directement. Donc, ça me fait toujours plaisir quand les gens ont des questions ou des demandes. Des fois, si je ne peux pas vous aider, au moins, je peux savoir des fois vers qui vous pouvez vous tourner à ce moment-là. Puis, si vous avez des questions, ça me ferait plaisir d'y répondre. Merci Geneviève, c'est fou!
Beaucoup de choses. J'ai envie de suivre le certificat Oui. personnellement. Ça me donne envie d'apprendre beaucoup de choses. J'en ai parlé à Prisca, on se reparlera. Merci tout plein. Moi, j'aimerais bien entendre des personnes qui sont là et qui vous connaissent et qui pourraient peut-être nous dire justement ce que vous leur avez apporté, ce qu'ils pensent de votre contribution. Nous avons des personnes, donc, si j'ai bien compris, entre autres du groupe Retraite Active. Donc, j'aimerais bien vous entendre. Est-ce que vous auriez une contribution à apporter à la belle présentation de Geneviève? Alors, Solange nous dit, je suis une chercheuse indépendante qui travaille actuellement avec le réseau santé et attendez, je sais pas De tout le message. Colombie-Britannique, c'est ça? C'est le réseau santé de Colombie-Britannique, c'est ça? OK, super. Mais alors, la base de données mentionnée est-elle déjà disponible? Non, donc on est en train de la créer pour le moment. On n'est pas rendu, on est en fait dans la phase de développement. On a fait, donc 2021, ça a été vraiment le recensement de toutes les ressources. Donc on a une liste là, avec des, ouais, on a des très longues listes. Non, mais par contre, on est rendu au point où on va commencer, on va se tourner vers des organismes, vers des gens qui voudraient contribuer à nous aider en termes de dire qu'est-ce qu'ils voudraient qu'ils fassent partie de la base de données ou dans l'organisation de la base de données. Ouais, Prisca aussi, ça, elle a travaillé beaucoup là-dessus. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter, Prisca, peut-être de ce côté-là? Non, bon, oui, on est en train de développer la base de données, mais on a déjà quelque chose. Si vous partez sur cnfs.glendon.yorkie.ca, on a mis quelques articles en français et publications à la disposition du public qui existe déjà. Mais je pense à partir de la nouvelle année, on va y ajouter les ressources qu'on a recensées cette année. Donc, je pense que Solange, je vais prendre votre nom et votre adresse courriel également. Si vous pouvez le mettre dans le chat et on va en discuter, on vous envoie les informations dès que c'est disponible. Merci. Merci Merci, beaucoup. Vous Solange. faites déjà beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Y a-t-il d'autres questions, d'autres témoignages? Peut-être que, je sais pas, je ne vous connais pas, Maurice. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter au témoignage de Geneviève? Est-ce que vous saviez ce qu'elle faisait? Vous connaissiez toutes ses activités? Et disons que pour moi, disons, c'est que je découvre que Glendon, évidemment, je savais qu'il y avait des cours offerts en français, mais je ne savais pas qu'il y avait une si grande ouverture par rapport à la santé. Et je pensais peut-être que c'était en technologie. Et non, c'est vraiment bien. Merci de nous avoir donné toute cette ouverture, tous ces renseignements. Ça me fait plaisir. Non, c'est effectivement, je vais vous dire, la pandémie m'a arrêté un peu parce qu'on était un peu sur le bord de se mettre à se promener à travers l'Ontario avant pour parler du certificat, d'aller rencontrer des gens, d'aller parler de nos services et ces choses-là. J'ai hâte de pouvoir faire ça. J'espère que probablement 2022 va peut-être apporter plus de possibilités d'aller à la rencontre des gens sur le terrain. Là. Ça serait bien. Oui, Maurice, juste pour vous dire, Glendon, en fait, c'est toute une faculté de l'Université York et c'est une faculté bilingue. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde parle couramment les deux langues. Il y en a beaucoup, mais pas tous. Mais c'est que les étudiants peuvent venir suivre leurs cours. Alors, ça peut être des cours ça peut être en études françaises, ça peut être en histoire, ça peut être en espagnol. C'est les humanités. Essentiellement, mais vous voyez qu'il y a un petit peu de psychologie aussi. Ça peut être littérature anglaise, littérature française, mais tout ça dans études internationales, sciences politiques, enfin j'en oublie, dans les deux langues. Donc voilà, nous sommes le petit campus bilingue de l'Université York, situé peut-être pas en plein centre-ville, mais pas loin du centre-ville, à Bayview et Lawrence. Voilà, donc si vous connaissez dans votre famille des étudiants qui veulent étudier en français, plutôt que de les envoyer à Ottawa,
Ben, qu'ils viennent chez nous. Oui, Voilà. je dis Et toujours ils ça. rencontreront Geneviève et ils apprendront des tas de choses. C'est ça. Non, mais Voilà. j'allais dire, c'est sûr que c'est vrai qu'on n'a pas des. On a en sciences, on a surtout, on a la psychologie puis on a biologie, en fait. C'est ça. Donc, et sciences de l'environnement aussi. Donc, on a des étudiants qui sont de ce côté-là. Là. Mais oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'autrement, c'est plus c'est des disciplines de sciences humaines et des choses comme ça. Mais oui, c'est ça. Non, on a beaucoup travaillé pour développer ça. Mais on est encore tout jeune. C'est ça que je dis en tant qu'initiative. C'est pour ça que je pense qu'on n'est pas nécessairement encore connu. Ben, j'espère que c'est juste pour ça. On travaille fort pour essayer de se faire connaître. Et j'espère que le Centre de recherche sur le contact des langues et des cultures va pouvoir vous aider. Là, on va en parler. J'ai déjà une ou deux petites idées là, qui sont en train de germer. Donc voilà, on y travaille. Oui, j'apprécie. C'est très apprécié. Puis si on peut vous faire, c'est ce que j'allais dire aussi, si nous, on peut vous faire connaître aussi à travers notre Bien sûr, réseau, merci. notre réseau CNFS, ça serait vraiment super à ce moment-là. Voilà. D'autres questions pour Geneviève? Jacinthe, Marie, Anna et Michael, Éléonore. Moi, j'en ai une. En fait, Oui. j'en ai parlé à Prisca. Je me demandais dans quelle mesure certains de nos étudiants des études supérieures, que ce soit en études françaises ou même en traduction, dans quelle mesure ils pourraient vous aider dans la recherche qui est faite, dans la construction de ressources. Ils sont tous à la recherche d'expériences de recherche et souvent ils s'attendent à trouver de l'expérience dans leur propre département, mais je me rends compte qu'en fait, cette expérience pourrait être peut-être plus pratique, plus expérientielle, même s'il s'agit de recherche. Et je me demandais si vous envisagez, enfin, s'il y aurait des avenues de collaboration possibles. Moi, je dirais définitivement du côté, par exemple, comme je disais, on a souvent des traductions, on a des projets. Moi, j'ai plein d'idées de choses qu'on veut faire, mais souvent, on n'a pas nécessairement les ressources comme telles. Mais tu sais, puis moi, je peux vous dire aussi, j'ai travaillé en pratique privée pendant à peu près 15 ans. Moi, peut-être 10 ans, peut-être 10 ans comme tel en pratique privée, mais j'ai travaillé comme longtemps en pratique privée. Et aussi, je travaillais, par exemple, à faire des évaluations euh, généralement en anglais, mais j'en faisais aussi en français. Puis j'ai aussi beaucoup d'expérience sur justement les problèmes qu'on rencontre quand on fait des évaluations, soit pas dans la langue de la personne ou quand on utilise, par exemple, des interprètes. J'ai beaucoup travaillé, moi, avec des interprètes, par exemple. Parce que quand on avait des gens, il fallait faire une évaluation en anglais, mais les gens ne parlaient pas anglais, alors il fallait faire d'interprétation. C'est quelque chose d'intéressant. Fait qu'il y a définitivement un paquet de choses à faire qui pourraient être fait autour de ça, que ce soit de la traduction de ressources qui existent déjà en anglais, qui existent en anglais, mais qu'on voudrait qu'ils existent en français, ou que ça soit aussi comme peut-être de travailler sur sensibiliser les gens aux besoins spécifiques que les gens ont, particulièrement du côté de neuropsychologie ou de l'évaluation neuropsychologique, ou même des besoins que les gens qui ont des problèmes cognitifs, tu sais, justement, si tu travailles, par exemple, dans un milieu d'interprétation, je dirais peut-être dans le milieu hospitalier, ou si tu vas consulter dans les hôpitaux, là, il y a des besoins spécifiques en santé qui ne sont pas les besoins que les gens vont avoir dans d'autres type d'endroit, là, mais oui, puis effectivement, la création ou la traduction de certaines ressources pour qu'on ait des ressources bilingues. Parce qu'il y a aussi, je vais vous dire aussi, de façon intéressante, on a tout le temps, il y a des gens qui voient qu'est-ce qu'on développe en français, puis là, les anglophones viennent des fois nous dire pourquoi vous ne les créez pas pour nous aussi en anglais? Puis là, on est comme, là, on ne peut pas faire les deux en même temps, mais donc, il y a aussi de l'intérêt du côté des anglophones à avoir accès à certaines des choses qu'on crée pour les francophones. Oui. Je me demandais aussi, Marie a une question, je vais déjà laisser Marie poser la question. Oui. J'ai juste y en pensé parce que j'ai une amie qui depuis plus que 10 ans, là, a souffre d'un genre de, c'est pas Alzheimer's, mais une dementia. Ouais. Mais présentement, elle est à la maison avec sa fille à cause de la COVID. Elle est sortie de la place où elle était. Mais c'est vrai, qu'est-ce que vous avez dit, là, que le français, son première langue, c'est plus, même si elle a travaillé toute sa vie en anglais, comme une garde malade. Mais là, est-ce que vous avez des programmes, peut-être par l'Internet, que
sa fille ou elle-même, ils peuvent participer ensemble, soit des exercices ou des activités parce qu'on peut voir, même depuis qu'elle a sorti de la place où elle était, à cause de la COVID, elle était enfermée pas mal dans leur chambre. Ouais. Là, elle a reculé pas mal. Mais depuis qu'elle est sortie, là, avec la musique, puis elle a les gens qui viennent à la maison pour prendre soin d'elle, juste pour s'asseoir avec elle. Mais sont toutes des anglophones. Non? Elle est dans le coin de région de Halton. OK, oui. Donc, c'est complètement l'autre bout. Mais donc, ça devrait être peut-être quelque chose par l'Internet. Et l'autre chose, que notre petite fille, Maurice, elle est là à Glendon présentement. Ah oui! Donc, elle est une étudiante, là. OK. Elle est en sciences politiques. En sciences politiques, OK. Oui. Mais là, est-ce que vous avez quelque chose? Oui, c'est ça. J'allais dire, mais ça serait, ça, vous pourriez m'envoyer peut-être un courriel parce que je pourrais regarder, entre autres, certains des organismes vers lesquels nous, on n'offre pas beaucoup. Tu sais, nous, certaines des choses qu'on offre, c'est plus comme des choses, comme je disais, pour des fois, pour des connaissances, mais on n'a pas des programmes comme tel d'intervention qu'on fait à Glendon. Okay. C'est une question de, on est seulement 3, puis on a déjà plus de choses qu'on peut en faire. Mais il y a plusieurs organismes, comme les gens justement des sociétés Alzheimer, comme Brenda Davies qui était là tout à l'heure. Là, il y a souvent d'autres ressources de ce genre-là qui existent. C'est des gens qui, des fois, eux, ont accès dans cette région-là spécifique. Quelles sont toutes les ressources qui existent, puis surtout les ressources qui existent en français. Donc, envoyez-moi un courriel, puis je vais regarder en termes de personnes peut-être vers qui elle pourrait se tourner ou avec qui elle pourrait communiquer à ce moment-là. Merci, Geneviève. Ça me fait plaisir. Oui, merci. Moi, je me demandais en fait si tous ces problèmes étaient propres. Enfin, oui, disons qu'en milieu minoritaire, c'est encore plus important parce qu'il est important de travailler, de continuer à fonctionner dans la langue première pour toutes ces personnes. Mais je pense que la formation aux maladies neuropsychologiques, elle est à faire je veux dire, partout, que ce soit au Québec, que ce soit en France. Une grande partie, je le constate, moi, du personnel médical et même d'ailleurs des maisons de retraite ne sont pas formés à ce genre de maladie. Et un exemple tout bête pour vous faire rire. Bon, ma maman a Parkinson, moi, donc je suis vraiment en plein dedans. Et donc, à l'hôpital, je ne parle pas de la maison de retraite, mais à l'hôpital, c'est parce qu'elle a Parkinson et qu'elle comprend un petit peu moins bien, eh bien, les infirmières lui parlent fort pour être sûre, madame, vous avez bien compris. Elle n'est pas sourde. Non. Elle n'est pas sourde. C'est juste qu'il faut expliquer autrement. Et je pourrais en citer comme ça pas mal. Et je me dis qu'en fait, donc c'est parfait que ce soit en milieu minoritaire, parce que là, le besoin est encore plus pressant, c'est sûr. Mais je pense que ce que vous faites, toute cette prise de conscience, elle doit être en fait élargie. Définitivement. Moi, je peux vous dire que moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert, ou la raison un peu aussi pourquoi ça a été créé, c'est que Dr. Proulx avait souvent des demandes de gens qui n'étaient pas des spécialistes, donc qui étaient des gens qui travaillaient dans le milieu de la santé qui disaient, Puis les infirmières, par exemple, n'étaient souvent pas aucunement formées dans ce genre de choses-là. Surtout, bizarrement, en plus, il n'y a pas beaucoup de formation sur travailler avec des personnes âgées. Pourtant, dans le milieu de la santé, une grande partie de la clientèle, particulièrement dans les centres de soins de longue durée, c'est toutes des personnes âgées, évidemment. Et donc, c'est pour ça que je vous disais, il y a des gens anglophones qui se tournent vers nous parce qu'ils nous disent, eux autres aussi, il n'y a pas ça qui existe. Mais là, comme je disais, nous, on est un peu contraints en termes de... c'est pas une contrainte, mais c'est aussi le CNFS, notre mission, c'est vraiment de travailler avec les communautés minoritaires francophones à travers le Canada. C'est vraiment ça qui nous est demandé. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas nécessairement dit on va essayer d'étendre le programme à l'extérieur de ça. Mais éventuellement, je ne dis pas que... idéalement, si on était capable d'agrandir notre équipe à un moment donné, puis agrandir notre funding, idéalement, on pourrait décider de dire on va amener ce genre de programme-là à plus grande échelle, là, effectivement.
Oui, Oui. certainement. Les Oui, parce mettre, qu'effectivement, il y a beaucoup de besoins. Il y a beaucoup besoin de ce côté-là. Ça, c'est clair. Oui, ça, c'est absolument clair. Il y a beaucoup de gens qui me disent quand ils font le cours qu'il y a beaucoup de choses qui, je veux dire, c'était des choses, ils ont travaillé depuis longtemps dans le milieu de la santé, puis ce n'est pas des trucs qu'ils connaissaient. Là. ouais, c'est ça. Donc, non, continuez votre beau travail parce que, et puis surtout, là, je pense maintenant, avec les nouvelles technologies, on pourra mettre ça à la disposition de plus en plus de personnes. Donc, c'est ça qui est bien. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que là, j'ai monopolisé votre temps. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Geneviève? Ça va. Ben, ce que Lui j'allais donner dire, des si adresses pour qu'elles viennent vous rendre visite. Ouais. Mais ça va, non, c'est correct. De toute façon, je ne sais pas, Prisca, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais dire sur le CNFS ou sur ce qu'on fait? S'il y avait quelque chose que je ne veux pas te forcer à nous parler, là, mais s'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter. Vous êtes toujours mieux à expliquer tout ça que moi. Hein? Vous avez un talent pour parler, pas moi. Mais non, vous avez bien couvert la mission du CNFS et l'importance de l'offre active, entre autres. On va continuer à partager. Je pense qu'on a la plupart des adresses courriels des participants ici. On va continuer à partager les informations qu'on a, les webinaires qu'on organise, que ce soit le volet Glendon ou de nos partenaires également. Donc, c'est toujours bon à savoir, à se tenir au courant de tout ça. Et nous, le CRLCC peut ensuite diffuser les webinaires. Alors, ça tombe mal parce que ce vendredi, le CRLCC a une leçon de Wendat, langue autochtone, à midi. Alors, on ne pourrait pas y assister, mais c'est dommage parce que ça m'intéresse particulièrement. Donc, je ne peux pas me diviser en deux, c'est dommage. Non, mais je peux vous dire aussi qu'on va avoir probablement aussi, l'année dernière, on avait organisé quelque chose sur l'offre active à l'hiver, puis le plan, c'est de faire aussi quelque chose. Donc, ça, si ça intéresse aussi les gens, je pense, en termes de qu'est-ce que ça veut dire l'offre active, puis comment ça rejoint finalement les besoins en santé, mais c'est vrai pour tous les genres de services qui existent dans des communautés francophones en milieu minoritaire. Donc, ça aussi, on va publiciser ça là, quand on organisera ça. Il y a plusieurs choses. Puis aussi, si les gens veulent se joindre à nos tables rondes qu'on va avoir sur l'accès à des données ou à des ressources sur la santé cognitive, ça va nous faire plaisir parce que j'aimerais ça avoir des voix de gens qui ont peut-être des besoins différents, pas juste parce que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai une idée comment le faire, mais je veux savoir qu'est-ce que les gens veulent aussi parce que, tu sais, des fois, il y a des besoins qu'on ne soupçonne pas tant qu'on ne pose pas la question. Il faut aussi le vivre pour savoir que quand on n'est pas sur place, on ne le vit pas, on n'a pas forcément conscience de tous ces besoins, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Ouais. Ah, puis ben, moi, je vais vous dire, j'ai de l'expérience personnelle avec des gens dans ma famille qui ont de la démence. Donc, il y a aussi ça. Moi, mon travail vient aussi de vouloir comme c'est ça, de vouloir aider de ce côté-là là, dans mon expérience personnelle. Oui, je comprends. Oui. Vendredi. Oui, Maurice. À vendredi. Oui, à vendredi, oui. Voilà. Ben, écoutez, on va se laisser là. Oui. Merci de votre participation. Merci Geneviève de cette belle intervention qui nous a appris des tas de choses sur ce que l'on fait à Glendon. Voilà, on fait, voilà, merci comme beaucoup. Dit Jacinthe, voilà. Et puis, on continue, hein, on reste en contact parce que moi j'ai quelques petites idées aussi. Et puis, j'espère que Solange, Maurice, Marie, Jacinthe, Anna et Michael, nous aurons l'occasion de nous retrouver dans d'autres, peut-être pas des déjeuners causeries, mais d'autres occasions à Glendon, en français. Oui, voilà. Toujours. Toujours en français. Merci beaucoup. Merci. Et puis, on reste en contact. Oui, merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.